C'est très difficile à Touba de trouver un ouvrier, un peintre, un maçon, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un peu le Magal pour faire des réfections chez eux, pour construire, etc. Mais c'est très difficile, donc un mois avant le Magal, de trouver des ouvriers, puisque la demande est très forte. Certains même en arrivent à amener certains ouvriers des autres villes. Donc ça marche très bien pour ces ouvriers de construction. Pour ce qui est des usines, des industries, c'est également, parfois, ils parviennent même pas à satisfaire la demande. Si vous regardez du côté des industries d'eau minérale, par exemple, des industries qui font des boissons, la demande est telle qu'ils ne peuvent plus faire face. Mais également, le Magal a une dimension importante, une dimension économique importante pour l'agriculture, puisque tout le monde sait qu'à Touba, le couscous est consommé pendant le Magal de manière extraordinaire, ce qui fait que la vente de mil explose, la vente d'autres céréales explose. Sur le plan du bétail, du bétail également, l'élevage, les retombées sont énormes. Même pour l'aviculture. Donc, l'aviculture essentiellement se fait dans la région de Dakar. Mais les gens ont spécialement des bandes de poulets de chair pour le Magal, puisque la demande est forte. Ce qui veut dire qu'il y a une retombée non seulement sur Touba et alentour, mais sur tout le Sénégal. Au plan national. Au plan national, évidemment. Oui. Maintenant, ces retombées-là étant évidentes, comment formaliser cela? Parce qu'il se pose un problème à ce niveau aussi. Comment formaliser tout cela pour que cela profite à la ville qui prend chaque année d'autres surfaces, une ville qui s'agrandit de jour en jour. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait faire pour formaliser ces retombées économiques-là au profit de cette ville, la deuxième du temps du Sénégal après Dakar? Là, je crois que vous posez une question essentielle pour l'avenir, pour les perspectives du Magal. Puisque, en fait, l'arrivée massive de ces populations pose beaucoup de problèmes. Il est temps qu'on formalise un peu plus. Donc, il y a des retombées naturelles qui sont là, qui ne sont pas formalisées, qui ne sont pas peut-être bien organisées, mais il faut penser à mieux organiser, en tout cas, certaines retombées. Si on regarde du côté du pèlerinage de la Mecque, tout le monde sait que l'Arabie Saoudite c'est un pays pétrodollar, ils sont assez riches. Pourtant, pendant chaque pèlerin paye une taxe pour entrer en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est une cagnotte que les Saoudiens mobilisent pour peut-être faire des investissements sur le lieu de pèlerinage. Il est temps actuellement qu'on pense à Touba également, qu'il faudrait instituer non pas une taxe peut-être contraignante, mais en tout cas une contribution volontaire, que peut-être tout pèlerin qui arrive. Sur le mot pèlerin, d'ailleurs, j'aimerais pas qu'on fasse confusion, parce qu'il y a certains qui accusent les mourites comme quoi ils considèrent le Magal de Touba comme leur lieu de pèlerinage au lieu de la Mecque. Non. En fait, c'est vraiment un habit de langage qu'on dit pèlerin à Touba, mais le pèlerinage, c'est vraiment la Mecque, et les mourites vont à la Mecque. Voilà, donc c'est pas la même chose. Donc, si on faisait en sorte que chaque pèlerin donnait à Touba peut-être une somme modique de 500 francs, d'après mes calculs, sur 3 millions, ça ferait 1,5 milliard par an. Donc il faudrait peut-être identifier chaque année un projet particulier, soit de la voirie, soit la création d'une société de nettoiement, soit la création d'écoles ou de centres culturels islamiques à Touba, ou d'écoles islamiques à Touba, de Dara moderne. Il faudrait que chaque année qu'on identifie un projet particulier, organiser donc ces retombées-là, et donc les mettre sur ces projets. Et faire en sorte que les projets, la gestion de ces fonds soit transparente et que l'investissement soit concret, que les gens puissent voir chaque année que ce qu'on avait demandé comme contribution a été investi dans tel ou tel projet. Ça serait vraiment une bouffée d'oxygène pour la ville. En plus de ce que l'État peut faire, en plus de ce que le Khalife général peut faire, il faudrait penser à Vous avez parlé de contribution volontaire, mais pratiquement ça existe, hein, parce qu'on le sait, peut-être qu'elle n'est pas formalisée, mais on le sait, tous les fidèles qui vont à Touba donnent quelque chose. Donc peut-être formalisée, mais
en termes de contribution, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'argent qui est donné. La contribution existe. En fait, ouais. Chaque talibé, en général, quand les talibés arrivent au Magal, ils vont chez leur guide religieux. Oui. Ce qui fait qu'ils donnent des contributions, puisque en fait, chaque maison de guide religieux reçoit énormément de monde. Moi-même, chez moi, le daïra de l'Université de Saint-Louis, je reçois le daïra de l'Université de Saint-Louis, Gaston Berger de Saint-Louis, chaque année, depuis 20 ans déjà, depuis que j'ai dirigé ce daïra. Oui. C'est des centaines de personnes qui arrivent. Ces personnes-là donnent des contributions pour la nourriture, pour l'hébergement, pour l'ensemble des frais. Donc chaque chef religieux reçoit du monde et reçoit des contributions pour les besoins des dépenses. En fait, quand vous parlez de contributions volontaires, ça c'est juste pour l'administration de la ville. En fait, la communauté rurale, la ville mériterait un changement de statut, certainement. La ville reste une communauté rurale. Donc pour l'administration de la communauté rurale, ce serait une bonne chose, en plus du budget que la communauté rurale reçoit chaque année, que le Magal soit utilisé également pour renforcer les moyens de la communauté rurale, par exemple. D'accord. Mais à condition que vraiment ces sous soient investis à bon escient. Il y a chaque année des problèmes récurrents qui concernent l'eau, l'approvisionnement en eau et même en électricité. Ça pose problème et c'est naturel parce qu'il y a une forte demande qui est croissante. Avez-vous une idée des solutions justement à préconiser pour régler ces problèmes-là qui reviennent chaque année? Oui, par rapport au problème de l'eau, c'est un problème récurrent, comme vous l'avez dit. Et il y a des tentatives de solutions. Il y a une organisation qu'on appelle Aïnou Rahmati qui regroupe des bonnes volontés qui essayent de proposer des solutions par rapport à l'eau. Mais malheureusement, ces organisations n'ont pas beaucoup de moyens. Parfois, pour solutionner la question de l'eau, il faut vraiment l'intervention de l'État et il faut quand même saluer les efforts faits par l'État ces derniers temps par rapport au nombre de forages, etc. Mais de manière radicale, si on veut vraiment régler ce problème de l'eau, il faudrait peut-être penser à faire payer certains groupes à Touba. Puisque l'eau est toujours gratuite à Touba. Oui. Ça n'engage que moi, c'est vraiment une idée à moi. Je pense que désormais, il faudrait penser à ceux qui utilisent l'eau gratuitement à Touba pour faire de l'argent. Par exemple, les stations-service, les boulangeries et d'autres activités, les laveurs de voitures, etc., qui utilisent l'eau de Touba gratuitement pour se faire de l'argent. Un agent de la SDE, un ingénieur de la SDE, m'a dit qu'ils ont fait une étude qui montrait que si on faisait payer ces gens-là qui utilisent l'eau de Touba, on pouvait continuer la gratuité pour les simples gens. Et ça peut être une solution. Oui. Et la solution serait vraiment de drainer le lac de Guerre pour parce que non seulement Touba a un problème de manque d'eau, mais la qualité de l'eau également pose problème. Pose problème. Voilà. Et l'électricité? Bon, l'électricité, il est évident que il n'y a que la Sénélec aujourd'hui, avec tous les problèmes que la Sénélec connaisse, c'est un problème national. Donc ça ne touche pas seulement la ville. Maintenant, désormais, moi je pense qu'il faudrait que l'État pense à, disons, privatiser le secteur, peut-être appeler d'autres opérateurs, et Touba pourrait avoir peut-être une société d'électricité pour Touba. Les autres grandes villes pourraient avoir leur société. Comme par exemple, cela se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plusieurs compagnies qui s'occupent d'électricité. Chaque ville peut-être a une compagnie d'électricité différente de l'autre. Ça pourrait permettre donc de régler définitivement ce problème récurrent au Sénégal. D'accord. Vous suivez, mesdames, messieurs, l'émission Point de vue qui reçoit Cheikh Fatma Mbacké, un intellectuel mouride, membre de la famille. Alors, on a visité les dimensions, plusieurs dimensions de cet événement, le Grand Magal de Touba. Mais on le sait, c'est aussi le politique. Je veux dire, l'homme politique qui, chaque fois, à chaque Magal de Touba, va vers le Khalife général. On ne dira pas qu'il est à la recherche de voix, mais l'intérêt est évident parce que, on le sait, Touba, c'est une population énorme en termes d'électorat. Comment voyez-vous ce rapport que les hommes politiques, de façon générale, entretiennent avec Touba? Moi, je pense que c'est tout à fait naturel que l'homme politique
se montre à Touba, puisqu'en fait, Touba, non seulement c'est le Magal avec des millions présents le jour J, mais c'est également, Touba, c'est également toutes les villes du Sénégal et de l'extérieur. Là où se trouvent des mourides, on peut considérer que ces mourides-là sont sous l'influence de Touba, sont régis par Touba, par les valeurs de Touba. Donc, si on est homme politique à Thiès, par exemple, on a intérêt à se montrer à Touba, au Magal, ne serait-ce que pour son électorat mouride à Thiès. Donc, disons, c'est tout à fait naturel. Les hommes politiques sont à la recherche de voix, de soutien, de militants. C'est normal qu'ils piochent là où ils peuvent les trouver. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faudrait que ces hommes politiques respectent un peu la spécificité de la ville sainte. Ne pas faire de meeting, puisque c'est vraiment interdit dans l'enceinte de la ville sainte. Ne pas faire de meeting, de racolage, etc. Des choses répréhensibles dans la ville sainte. Et ça me permet également de venir sur un aspect important, un aspect politique. Les mourides ne sont pas dupes par rapport aux hommes politiques, parce qu'il y a certains hommes politiques qui viennent naturellement à Touba et de manière sincère, mais il y a d'autres qui deviennent même mourides juste pour peut-être s'afficher à Touba et recueillir des voix mourides. Et je crois que les mourides sont assez intelligents pour ne pas toujours souhaiter que les postes soient occupés par des mourides, que les positions soient occupées par des mourides. Ça, ce n'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel pour les mourides, c'est d'avoir un bon ministre, qu'il soit chrétien, tidjane ou autre. Moi, je préfère avoir un excellent mouride chrétien qu'un excellent, je préfère avoir un ministre chrétien qui soit bon, plutôt qu'un ministre mouride qui soit médiocre. L'essentiel, c'est qu'on mette les gens aux bonnes positions par rapport à leurs compétences. Vous voulez dire qu'on doit être mouride par conviction? Exactement, exactement. Et pas pour des intérêts pour des besoins politiques. D'accord. Ouais. Chaque année, il y a des messages qui sont lancés à l'occasion de ce grand Magal de Touba, surtout lors de la cérémonie officielle. On le voit... L'événement aussi se passe dans un contexte précis. On le sait, il y a une crise qui dépasse même le Sénégal, une crise économique. Quel doit être le message qui doit sortir de cet événement? Oui, le Magal est un moyen, est une rencontre essentielle qui doit être utilisée effectivement pour remobiliser les énergies sur le plan économique, puisque comme vous l'avez dit, le monde depuis 2007-2008 connaît une crise financière d'abord, ensuite une crise économique qui touche le Sénégal. Et de toute façon, les pays africains connaissent la crise depuis toujours pratiquement. Donc cette nouvelle crise qui vient de l'Occident aggrave un peu notre crise, disons, habituelle. Et les temps sont très difficiles, le problème d'électricité, tous les autres types de problèmes. Je crois que le Magal, c'est une occasion, en fait, pour remobiliser les énergies, pour que les gens se retournent aux valeurs, disons, spirituelles, aux valeurs de travail, puisqu'en fait, notre pays, personne ne viendra le faire à notre place. Il n'y a que les Sénégalais qui peuvent développer leur pays. Donc, le Magal est une occasion pour que les gens reviennent sur les valeurs de travail bien fait. Et c'est également une occasion pour les autorités religieuses pour en fait lancer des appels d'unité. Puisqu'en fait, sur le plan politique, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de différences. Comme le disait le président Obama, il vaut mieux donc élever le pays que d'enfoncer son adversaire politique. Mieux vaut élever le pays que d'enfoncer son adversaire politique. Donc les hommes politiques doivent... Parler de l'intergénéral qui doit prendre le dessus sur les intérêts personnels. Exactement. Et le Magal est une bonne occasion, comme tout le monde se retrouve, pour que les gens puissent un peu dialoguer pour l'intérêt général. D'ailleurs, ça dépasse Touba. C'est un événement national et qui, par-delà même, a une dimension internationale. On le sait. Absolument. Il y a beaucoup d'invités qui viennent d'ailleurs. Absolument, absolument. Il y a l'aspect, les mourides qui viennent de l'extérieur, puisqu'il y a beaucoup de mourides qui vivent dans la diaspora, donc aux États-Unis, en Italie, en Espagne, etc. Ces mourides profitent du Magal pour revenir au pays, voir leur famille, participer à la fête. Mais également, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, des Blancs parfois, beaucoup de Français. Et
il suffit d'aller au Magal pour rencontrer beaucoup de Français. Et on peut dire que ces Français-là, descendants de ceux qui avaient fait le rapport en 1895 condamnant le Cheikh Ahmadou Bamba, ces gens-là participent aujourd'hui à l'agitation que donc les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba causent toujours. Oui. Et ça, c'était peut-être l'effet recherché. En fait, c'est une belle revanche, c'est une belle victoire sur l'histoire et sur le colonialisme. Si aujourd'hui, les descendants de ces colonialistes viennent participer au Magal, participer à l'agitation donc, qui était évoquée pour l'agitation qu'auraient causé les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était évoquée donc lors du procès, c'est une belle revanche sur l'histoire. Sur l'histoire. On parle un peu du khalifa, hein, de Serigne Touba, ces différents fils qui ont eu à se succéder, et depuis quelque temps ses petits-fils. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le rôle de chacun? L'historique de ces khalifes, ça a commencé en 1921, donc avec Cheikh Mohamedou Moustapha, donc le fils aîné. Donc je rappelle que les 4 premiers fils de Cheikh Ahmadou Bamba portent le nom du prophète. Cheikh Mohamedou Moustapha, Cheikh Mohamedou Fadal, Cheikh Mohamedou Amin, le père de l'actuel calife, et Cheikh Mohamedou Bachir, donc qui est né donc juste après l'exil. Donc c'est Cheikh Mohamedou Moustapha qui a commencé donc le khilafa. Donc c'était en 1927. Donc il a dirigé donc la communauté jusqu'en 1945. Disons son époque a coïncidé avec la crise des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était une période très très troublée, très très difficile. Mais il a pu commencer le grand projet mouride qui est la Grande Mosquée. Oui. Ensuite, il a pu financer sur fonds propres la prolongation du chemin de fer de Diourbel à Touba pour les besoins du matériau. Donc il a financé sur fonds propres malgré donc les 2 crises que je viens d'évoquer. Donc lui vraiment il a beaucoup de mérite et il a posé les bases et les fondations de ce qu'est le mouridisme actuellement. Ensuite en 1945 c'était Cheikh Mohamedou Fadal qui a été donc le 2e khalife. Donc lui il a terminé la mosquée. Une très grande œuvre. Donc en 1963 donc il a dirigé la première prière. Ensuite c'est lui qui a institué le Magal au format que nous connaissons actuellement à partir de 1948 en demandant à tous les talibés désormais de se rassembler à Touba. Voilà. Donc lui, c'est en 1928 qu'il est décédé. Disons 1968 je veux dire. Et c'est Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, donc 3e khalife, donc qui a été khalife jusqu'en 1989. Si je ne me trompe pas. Lui, il a fait énormément de réalisations, non seulement la bibliothèque Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui qui l'a fait, la résidence Cheikh Ahmadou Bamba, donc c'est la résidence officielle de tout khalife, et des autres. Ensuite, il a fait l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Il a fait plein d'autres choses, plein d'autres réalisations. Aïnou Rahmati, c'est lui, donc vraiment plein de réalisations. Ensuite, Cheikh Abdul Khadr Mbacké l'a succédé au Khilafa. Lui, il n'est resté qu'un an. Il n'est resté qu'un an, mais lui, sa principale fonction, c'était d'être l'imam de la grande mosquée. Donc, du temps de Cheikh Abdul Ahad Mbacké, pendant plus de 20 ans, c'est lui qui a été l'imam de la grande mosquée. Il n'a raté